On est à l'antenne. Ah oui, on est... C'est le débrief. Ça a bien commencé parce que c'est tout frais. Les infos casino viennent de tomber, on les commentait. Et évidemment, Pauline Tadevin est avec nous. Oui, parce que les chiffres que les représentants des salariés attendaient depuis plusieurs mois maintenant, depuis la reprise du groupe Casino par Daniel Kretinsky, par le groupe d'investisseurs, et donc avec le nouveau patron du groupe Casino, Philippe Palazzi, sont officialisés ce matin. Ce qu'attendaient les syndicats, c'était l'ampleur du plan social, l'ampleur des suppressions de postes qui allaient être annoncées. De 1300 à plus de 3200 postes menacés, 1 millier d'emplois préservés au siège stéphanois, nous dit la nouvelle direction de Casino. Quand même, alors qu'on nous avait dit il y a quelques mois qu'on préserverait les sièges, les emplois au siège de Saint-Étienne. Entre guillemets, c'est ce qu'ils font, parce qu'à une époque, on a pu craindre, les chiffres qui étaient avancés, c'était 1200 suppressions de postes sur ce siège, sur les 1800. Alors là, ils comptent pas les CDD. Bon, enfin quand même. C'est 554, c'est ça, à Saint-Étienne. Ouais, c'est ça. Voilà, ils donnent les chiffres, 1554 à Saint-Étienne, donc ils comptent pas les CDD, parce que c'était 1800 en comptant les CDD, il y avait 1800 personnes. Là, ils disent qu'ils maintiennent 1 millier de postes à Saint-Étienne. Le siège historique. Quelques centaines de suppressions de postes. On en parlera dans un instant. Oui, avec Thibaut Prébet, directeur général adjoint d'Arbevel, François Miquet-Marty, président des Temps Nouveaux, Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. À tout de suite. Good Morning Business, le débrief de la matinale. Il est 8h36, on est avec Thibaut Prébet, François Miquet-Marty, Arnaud Marion et Pauline Tadevin. Pauline, c'est vraiment, on débat vraiment de Caribe en Silla sur Casino. Je rappelle que ce groupe, quand même, c'était 200 000 personnes dans le monde, il y a quelques temps, 50 000 en France, et ça, c'était les chiffres fin 2022. Oui. Aujourd'hui, on est à 28 212, et là, il y a donc l'annonce d'un PSE. Oui, parce que depuis, il y a eu la reprise du groupe, il y a eu la cession de tout le parc de supermarchés et d'hypermarchés à Auchan, à Intermarché, une partie à Carrefour. Donc là, il reste un petit casino repris par notamment Daniel Kretinsky et d'autres investisseurs. Et là, on annonce un PSE ce matin. Voilà, on annonce des fourchettes de chiffres, des chiffres et des fourchettes de chiffres qui anticipent le PSE qui doit être finalisé au mois de septembre, d'après nos informations. Il reste Monoprix, il reste Franprix, il reste la proximité. Dans ce groupe qui est donc réduit avec les nouveaux repreneurs Daniel Kretinsky et un nouveau patron qui s'appelle Philippe Palazzi. Le rendez-vous était très attendu ce matin par les syndicats parce qu'ils voulaient des chiffres, ils voulaient connaître l'ampleur des suppressions de postes qui vont avoir lieu. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura de 1300 à plus de 3200 postes menacés en tout sur le siège, puisque c'était ça qui était important, c'était ça qui était attendu, essentiellement le siège de Saint-Étienne. Les repreneurs avaient dit qu'ils voulaient absolument préserver ce siège de Saint-Étienne, le siège historique. Ce qu'on nous dit ce matin, c'est qu'1 millier de postes sont préservés sur les 1564. Là, on compte pas les CDD de base, on les compte pas du tout. Donc 1000 postes préservés sur 1554. Et en revanche, on nous dit qu'au niveau total des sièges, donc en comptant les sièges parisiens de Franprix et de Monoprix, il va y avoir 1293 suppressions nettes de postes. Ce qui se passe, en fait, c'est que pour préserver Saint-Étienne, pour dire les choses clairement, on va rapatrier des dossiers qui étaient gérés jusqu'ici en région parisienne sur les sièges de Franprix et de Monoprix. On transfère ces dossiers à des salariés qui sont basés à Saint-Étienne pour maintenir la pérennité de ce siège comme l'avaient fait les repreneurs. En revanche, donc par effet de boule de neige, comme on l'explique, ça va pénaliser les sièges parisiens. On nous explique aussi qu'il y a encore tous ces magasins qui n'ont pas été vendus. Il y a 26 supermarchés, hypermarchés qui n'ont pas été repris. Et il y a les entrepôts. En tout, on pourrait ajouter à ces 1293 suppressions nettes sur les fonctions sièges, 1974 suppressions de postes. C'est comme ça qu'on arrive en tout à 3200 suppressions envisagées. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est que ces suppressions envisagées sur les entrepôts et les magasins qui pourraient être vendus, c'est pas encore finalisé parce qu'ils cherchent encore des repreneurs pour les supermarchés qui n'ont pas réussi à vendre. Arnaud Marion, vous êtes un spécialiste des restructurations. Un commentaire sur le dossier Casino? Oui, c'était attendu. C'est même un miracle qu'on garde un siège à Saint-Étienne parce qu'il y a plus de liens autres que symboliques. Mais en France, on adore ce genre de totems territoriaux de toute façon. Donc est-ce que ce sera durable pour gérer de la proximité qui se fait principalement à Paris et dans les grandes villes, être basé à Saint-Étienne? Je suis pas vraiment sûr que ce soit le plus intelligent, mais on est dans le symbole.
c'est aussi un dossier qui, sur le plan du dialogue social, a été particulièrement mal mené, puisqu'il y a eu zéro discussion au cours de la restructuration qui a été essentiellement une restructuration financière. Ça a rendu dingue les syndicats, hein, Pauline, qui Bien n'avaient sûr. jamais vu Daniel Kretinsky et qui râlait sur ce plan. Bien sûr. Alors, juste sur le plan, effectivement, et sur Saint-Etienne, Bruno Le Maire s'était exprimé. Il avait dit qu'il s'attendait en effet que la pérennité de ce siège soit maintenue. Donc, vous avez dit une grosse pression sociale là-dessus. Et effectivement, le ministre de l'économie l'avait dit, pas très clairement, mais depuis le mois de juillet, il voulait que le siège soit maintenu. Il ne faut pas désespérer Saint-Etienne, hein, François. Ah oui, mais c'est très important. C'est symbolique, Saint-Etienne. Oui, enfin c'est symbolique, bien. C'est plus que ça, c'est toute une histoire, c'est un patrimoine, et puis une référence. Quand on dit casino, on pense à Saint-Etienne. Je pense que c'est très important le symbole dans ce genre d'affaires. Et puis en effet, pour prolonger ce qui a été dit, on est sur un secteur qui est quand même globalement très fragilisé, indépendamment des stratégies qui ont été menées par le groupe Casino. Après, il y a deux questions qui se posent. Il y a la question de la stratégie pour les années à venir, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de rester à périmètre et à stratégie constante, sachant qu'on est sur un secteur qui est quand même très fragile. C'est plus le même périmètre. Il n'y a plus de marché d'hypermarché. Enfin, il reste, comme le disait Pauline, que Monoprix et Franprix. Je parle des activités. C'est-à-dire, est-ce que même ces activités-là ont vocation à évoluer, d'une part, et puis d'autre part, se pose précisément, et vous en parliez très justement, que veut dire proximité. D'ailleurs, on a vu, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, la nouvelle direction de Casino dire on va essayer de maintenir, de réviser la place de l'humain dans nos magasins, avoir peut-être remettre des hôtesses de caisse là où il n'y en avait plus. Et c'est ce ça veut dire on est à la fois donc sur la dépense et de la réduction de dépenses en même temps. C'est ce qu'ils doivent aussi annoncer aux syndicats ce matin. Ils voulaient réhumaniser, comme vous avez dit. En fait, ils doivent leur annoncer, mais on n'a pas encore les chiffres officiellement, des caissiers et des caissières dans ces intermarchés. Ils doivent confirmer aussi, et voilà, je me permets de le rajouter, l'investissement d'1,2 milliard d'euros dans les années qui viennent pour justement à injecter, pour relancer ce qui reste de Casino. Thibaut Prévet. Ouais, il faut avoir en tête qu'on a une anomalie française sur la grande distribution. C'est-à-dire que déjà, c'est un champ de ruines partout en Europe et partout dans le monde. Il n'y a qu'en France où il y a plein d'acteurs. Et nous, on pense que ces boîtes se gavent. Alors j'aime bien cette stat qui est toujours rigolote de rappeler qu'un groupe énorme comme Carrefour, c'est le même chiffre d'affaires que Nvidia au T4 pour 10 fois plus de salariés, pour 200 fois moins de valeur en bourse. Donc c'est un champ de ruines. La réalité, c'est que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'aller vers le digital. Pour faire ça, Walmart a mis 25 milliards. Quand on a des groupes comme Casino qui sont exsangues en trésorerie à cause des déboires de rallye qui a siphonné la trésorerie, c'est ingérable. Donc ces difficultés, elles sont structurelles, elles sont partout en Europe. En Allemagne, les groupes ont disparu les uns après les autres. C'est probablement pas fini. Et d'ailleurs, quand on entend qu'on va pas mettre de l'IA, du numérique, mais qu'on va mettre des hôtesses de caisse. Ah, mais ça coûte de l'argent. Et puis il faut pas oublier un truc, c'est que c'est un des rares métiers qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre à bas coût, qui sont les salaires qui augmentent le plus vite. Donc c'est challenger dans une vision où il y a une pénurie de main-d'œuvre et des bas salaires qui montent beaucoup. Donc un métier difficile où nous expliquons. Mais vous dites qu'il fallait pas le reprendre, c'est ça que vous dites. Tout a une valeur, mais ce qui est clair, c'est que déjà, c'est une société qui a besoin d'avoir une place bilancielle. Il y a déjà un peu plus Carrefour, mais qui est nécessaire pour réussir à se restructurer. Et donc, c'est quelque chose qui va rester compliqué, un secteur qui reste difficile, qui disparaît boursièrement, qui disparaît socialement. C'est triste, mais c'est la réalité de ce secteur dans une vision mondiale. Après, c'est pas ce que dit Pauline, la proximité, et c'est Monoprix, Franprix, ça marche. C'est rentable. Oui, Monoprix. Et si on réinvestit, non, Arnaud, vas-y. Non, mais c'est le pôle rentable qui donne le plus de marge et autres. Puisque sinon, il faut aller lutter face à Leclerc, face à Intermarché, face à Super U, qui ont des prix ric-rac, ce qui pose problème d'ailleurs quand même à Carrefour, finalement, dans cette bataille. Donc effectivement, la proximité, le centre-ville, c'est la ville du quart d'heure aussi. Mais juste un truc très rapidement, si je peux me permettre, parce qu'on parlait de l'IA. Picard fête ses 50 ans cette année, il communique pas mal. Picard, ça marche, et ça marche notamment, et les retours, c'est parce qu'il y a de l'humain dans les magasins. Et ça, c'est aussi comme ça que ça fonctionne des supermarchés. Et c'est l'exemple. Il y a 2 salariés par magasin en gros, mais ça fonctionne, et ce qui revient... Et il y a de l'IA et du numérique, parce que leur 2 salariés par magasin, vous venez de dire quand même. Ouais, mais donc c'est une autre chose en termes de gestion, et les magasins sont beaucoup plus petits, mais c'est important, l'accueil en magasin. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, vous vous demandez s'il fallait reprendre ou pas, une espèce de courage dans ces histoires d'être allé reprendre ce dossier, parce qu'on l'a raconté beaucoup ici, il y en a qui n'y sont pas allés et qui se sont arrêtés juste avant. Non, bien sûr. Non, mais et après de voir ce qu'ils veulent et ce qu'ils vont en faire. Mais on a raconté à une époque ceux qui se sont arrêtés en chemin parce qu'ils ont vu l'ampleur du dossier et ils n'ont pas voulu être emmenés là-dedans, quoi. Encore un mot de retail avec Habitat. On a appris que Habitat ressuscitait sur le digital alors que tous les magasins ont été fermés. Alors, petit tour de passe-passe assez habile quand même de l'ancien propriétaire d'Habitat qui avait passé le bébé à un repreneur, qui s'est cassé les dents
et lui, il avait gardé la marque sur le Eh ben ouais, je pense que Hervé Jaoui, là, le patron de CAFOM, il a été extrêmement fort là-dedans. Il avait un problème avec Habitat du temps où il l'exploitait, c'était pas rentable, ça perdait de l'argent, c'est une déliquescence complète d'ailleurs au niveau des collections par rapport à ce qu'on a connu. Il faut pas oublier, c'est une marque qui a été créée par Terence Conran quand même. Hein. On a oublié ça parce qu'après ça a été vraiment concurrencé par Conran Shop. Et effectivement, vente à prix négatif à Thierry Le Guénic, mais en disant mais je garde quand même la marque, mais vous avez un droit d'exploiter la marque et vous aurez un call sur la marque. Bien évidemment, ça n'a pas marché parce qu'il fallait mettre de l'argent. Ce que je trouve très intelligent, c'est que maintenant, du coup, il reprend, il a racheté ça 300 000 euros à la barre du tribunal. Il dit, bon, ok, il y a 9 000 clients qui sont lésés, on va trouver une solution avec eux. C'est assez flou d'ailleurs. Hein, bon d'achat, etc. Donc c'est fait du commerce chez moi. Ce que je trouve très, très intelligent, c'est que CAFOM, qui est un acteur peu connu, en fait, ils exploitent dans les dom-toms des But et des Conforama. Donc leur métier, je dirais qu'avant de vendre, c'est de savoir acheter. Donc, et ils sont très, très bons et très rentables sur leur métier. Ils viennent pas d'ailleurs sur la métropole. Ils restent dans les dom-toms. Et ils avaient un petit pure player qu'ils avaient créé, en gros un site internet qui s'appelle Vente Unique, et puis ils l'ont mis en bourse, et c'est une jolie histoire quand même. Vente Unique, c'est 200 millions de chiffre d'affaires, c'est du style 15 millions de résultats nets, qui est spécialisé dans le meuble. Donc finalement, Habitat, marque de meubles, et ils ont déjà un pure player qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir une cannibalisation avec une partie de 200 millions qui vont venir sur Habitat, ou est-ce que ça va créer de la valeur supplémentaire et Habitat qui va avoir une vie grâce à tous ces canaux? L'avantage, c'est qu'ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent la logistique, ils maîtrisent la vente, ils maîtrisent la relation client et tout. Donc c'est plutôt bien joué, mais ça ne veut pas dire que ce sera pérenne. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de coût de développement par rapport à ça. Autre dossier de la nuit, Tesla. Les résultats sont encore plus mauvais que prévu. Alors, le titre a rebondi en après-bourse, notamment parce que Elon Musk a fait des annonces sur la voiture à 25 000 $. C'était très attendu. Et puis sur l'intelligence artificielle, Antoine Hollard depuis Washington nous raconte. Oui, alors Tesla explique que ces mauvais chiffres sont liés avant tout à un contexte compliqué. Les ventes de voitures électriques, c'est vrai, patinent aux États-Unis. Ailleurs, il y a la concurrence des constructeurs chinois. Reste que cela n'explique pas tout. Pour Tesla, le mal est plus profond entre gamme vieillissante et choix stratégiques peu clairs. Alors hier, Elon Musk a tenté de rassurer. Il dit qu'il veut redresser la barre d'abord grâce à de nouveaux modèles qui vont sortir plus tôt que prévu. En particulier, un petit modèle attendu dès le premier semestre 2025 avec 6 mois d'avance sur le calendrier prévu initialement. Au passage, Musk confirme que ce projet de petite citadine est bien dans les tuyaux, alors que dans la presse, des rumeurs disaient que l'idée avait été abandonnée. Et puis le deuxième axe de développement, c'est les robotaxis, des taxis autonomes. Elon Musk évoque à terme 10 millions de véhicules dans le monde. En attendant des jours meilleurs, Tesla s'apprête en tout cas à souffrir encore pendant cette année. Le constructeur confirme qu'il va licencier 10% de ses effectifs. Hier, la bourse a plutôt bien réagi à ces annonces. Le titre a progressé de plus de 10% dans les échanges après clôture. Alors pas de quoi, toutefois, effacer les pertes vertigineuses des derniers mois. Tesla a perdu plus de 40% à Wall Street depuis janvier. Bon, Thibaut Prévet, c'est Magic Musk. Hein. Il annonce une voiture à 25 000 $, il annonce de l'IA partout, et là, l'action reprend quand même 13%. C'est du spectacle. Ou est-ce que vraiment Tesla peut se redresser, revenir sur la première marche du podium devant BYD, le chinois, ou est-ce que quand même c'est la fin d'un modèle qui marchait à tous les coups? Alors, c'est beaucoup de questions en une. Hein. Oui. Je vais essayer d'aller vite. Mais le premier point, c'est que le marché a changé. Il réagit beaucoup sur les perspectives et quand même beaucoup moins sur les chiffres. On l'a vu même sur des sociétés comme ASML. Ah oui. Voilà, on réagit plus sur les prises de commandes, sur les perspectives. On réagit moins sur les résultats tels qu'ils sont. Donc c'est vrai que ça peut paraître surprenant de voir une société qui rate quand même pas mal des résultats qui étaient attendus pas très bons et qui prend 10. Mais c'est un peu la nouvelle donne où voilà, on est plus inquiet des perspectives après la vraie sortie de toutes les vagues parallèles Covid. C'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, qui est intéressant, c'est cette dichotomie que la Banque centrale américaine n'arrive pas à combattre entre d'un côté des services, où vous avez des gens qui sont prisonniers et vous montez vos prix tout le temps, et de l'autre côté une industrie qui est maintenant sévèrement ancrée dans un monde déflationniste.
en Europe comme aux US. Et on voit bien cette différence avec les autres GAFAM qui montent les prix tout le temps et tout le monde regarde quand Netflix monte de 10 en disant ah zut. Et à côté, Tesla qui est en train de battre pour essayer de faire ça. On sait que la bataille contre les Chinois sur les prix, c'est un truc où tout le monde laisse des plumes. Donc l'idée que les perspectives soient incroyablement réjouissantes n'est pas évidente. Il y a en plus pas mal d'acteurs, vous avez vu dans la location d'auto ou autres, qui disent que l'électrification, il y a quand même un peu ça commence à bien faire. un retour sur le recharge électrique. Il y a des sociétés européennes comme Alphen qui ont souffert de ça. Donc il y a forcément une tendance forte, mais l'idée que sur Tesla, on va dire que la folie Tesla a changé, c'est important. Donc oui, on a sans doute mangé notre pain blanc. Oui, on est peut-être allé trop loin dans le négatif, mais il faut quand même voir que c'est aussi une marque qui est vue comme une marque de luxe. Donc une fois que c'est un peu écorné dans l'image, dans tout ça, ça laisse quelque chose qui était intangible, qui perd un peu de la valeur. Donc le point sur Tesla, c'est toute la valeur intangible de Tesla, ce côté mode, hype, s'efface un peu et ça c'est pas bon. Après ça a quand même ça se valeur. normalise. Enfin, il y a des technos de batterie, il y a plein de choses qui ont une vraie valeur, mais l'idée quand même que l'euphorie Tesla est un peu derrière nous et qu'on revient un peu dans le dur reste quelque chose qui est assez clair et qui est quand même à mon avis assez symbolique de cette différence entre le service où on continue des tendances très fortes et l'industrie. Pareil en Europe, les Volkswagen, les machins, on revient quand même un peu dans le dur. François Mickey Marty, quand vous interrogez les Français, Tesla, c'est la boîte de Musk ou c'est un constructeur automobile comme un autre? C'est une très bonne question. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, mais enfin, il y a une étude qui a été faite pour Bloomberg aux États-Unis sur 5000 propriétaires de Tesla. Alors, c'est très intéressant. On leur dit, si vous n'êtes pas content, pourquoi n'êtes-vous pas content? Première réponse à 22%, c'est Elon Musk, l'image d'Elon Musk. Si tu roules en Tesla, c'est que tu votes Trump. Hein. C'est ça, exactement. Et donc, c'est très intéressant sur le rôle que doit avoir un dirigeant d'entreprise, parce qu'on a tendance à dire, bon, en Europe, souvent, les dirigeants d'entreprise sont plus discrets, mais aux États-Unis, on peut se lâcher. On voit que là, d'une certaine manière, il y a un coup Elon Musk qui porte sur la marque Tesla. Le deuxième point, la qualité de service qui est en baisse. Et troisième point, et je rejoins ce que vous dites, la question sur l'image. On a 18% des utilisateurs de Tesla qui disent l'image de Tesla, ça fait moins rêver qu'avant. Voilà, donc c'est passionnant aussi, parce qu'en effet, c'était une image premium très en avance. Et puis aujourd'hui, Tesla est moins en avance que ça n'était le cas par le passé. Arnaud? Moi, deux phrases. La première chose, c'est que Tesla est passé d'un océan bleu à un océan rouge, puisqu'il est maintenant en compétition forte et avec des Chinois. Et effectivement, la partie prix est très importante. Et la deuxième, c'est que à l'origine, Tesla était le seul. Lui, il a dit l'électrique, ce sera le premium, quand tout le monde disait l'électrique, ce sera la voiture de Monsieur Tout le Monde. Il a eu raison, il y avait une innovation valeur, comme on dit dans les océans bleus, qui était colossale. Et moi, j'ai l'impression, je ne suis pas spécialiste de la bourse, mais que effectivement, on va se rapprocher davantage d'une valo, d'une entreprise qui manufacture des automobiles, voilà, avec effectivement une dimension plus innovante, mais jusqu'à quand, quoi? Ouais, un dernier point quand même, le marché aime bien tirer des traits. Donc quand ça monte de 10 tout le temps, tout le monde tire un trait. Quand vous dites vos prix baissent de 40 sur un an, tirer des traits c'est moche. Donc la difficulté aussi de Tesla, c'est qu'on a cassé ce trait qui était très favorable pendant des années. Et maintenant on a envie de se dire que ça va peut-être revenir, mais on n'est pas sûr. Donc maintenant il y a le doute qui s'est inséré, et le doute c'est pas bon. Tic-tac pour TikTok. Oui, très beau titre, absolument, puisque le Sénat cette nuit a voté une loi qui pourrait conduire à l'interdiction du réseau social. Il y a 12 mois pour TikTok pour se séparer de la Chine. Thibaut Prébet, vous êtes pour l'interdiction de TikTok ou vous êtes contre? Alors moi je sais pas. Vous avez des ados, non? Ouais, mais bon, je suis déjà trop vieux. Moi j'ai zappé tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler quand même que Apple a des difficultés, entre autres aux États-Unis, parce que ils veulent bloquer WhatsApp en disant qu'il y a des logiciels espions. Voilà, en Chine, ouais. Chacun sur, Apple. son truc. On est dans une guéguerre d'influence qui existe maintenant depuis des années, qui est très populaire aux États-Unis, cette idée de lutter contre les méchants chinois, et donc qui en fait existe pour les démocrates comme pour les républicains, et donc c'est quand même une tendance lourde. Est-ce que ça ira jusque-là? Comment ça va se régler? Je n'ai pas plus d'avis, mais je pense que c'est quelque chose d'assez larvé qu'on voit. À chaque fois, on met des délais assez longs pour montrer que c'est quelque chose, tout en se laissant la possibilité de reculer. Donc tout ça s'inscrit dans une logique que Trump a exacerbée, mais qui n'a pas changé depuis, qui, si on regarde vraiment, c'est quand même calmé, parce que les relations entre dirigeants ont quand même plus rien à voir à ce qu'elles étaient il y a 2-3 ans, mais voilà, ce thème de guéguerre entre les deux reste quand même un thème fort, et il est aussi visible sur le Tesla versus BYD qu'il l'est sur la partie soft. Donc on est dans un thème lourd, clair, qui va durer. D'ailleurs, Trump est ambigu à l'égard des Chinois parce que lui ne veut pas interdire justement TikTok. Donc il s'en sert beaucoup peut-être. Oui, oui, c'est ça. Et une partie de ses électeurs sont sur TikTok. En Europe aussi, en Europe aussi, il commence à y avoir on cherche des misères à TikTok, puisque là, il y a 24 heures aussi pour que TikTok enlève la nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir des crédits et des bons d'achat en échange de regarder des vidéos. Oui, alors en effet, il y a deux sujets. Il y a le sujet en effet chinois, si on peut dire, et puis il y a le sujet des perceptions qui sont véhiculées par TikTok. Alors c'est très intéressant qu'il y a une
magnifique étude qui a été faite par l'IFOP sur la manière, sur les perceptions des jeunes qui sont sur TikTok. Alors, tenons-nous bien, alors je ne sais pas d'où ça vient et comment ça se construit, mais enfin 36% d'entre eux estiment que les vaccins contre le Covid sont néfastes, 36% d'entre eux. Ouais. 35% estiment, et on rejoint Donald Trump, 35% estiment que les dernières élections américaines ont été faussées au détriment de Trump. Ça, donc on a 35% des jeunes qui utilisent TikTok. Ah ouais. Donc c'est fascinant, c'est-à-dire qu'on voit un monde, alors probablement les jeunes qui écoutent BFM Business ont une toute autre vision du monde. On est à deux doigts de dire que TikTok rend idiot, quoi. C'est ça que vous voulez nous dire derrière. Je ne me permettrai pas de dire ça, mais enfin tout au moins donne une autre vision du monde. Oui, voilà. Donc, ça un monde parallèle. Un monde parallèle, donc ça pose quand même des questions majeures. Et, il ne s'agit pas de dire que le simple fait d'aller sur TikTok vous donne une... Mais enfin, il y a quand même des effets d'impact qui sont loin d'être négligeables. Donc ça soulève des questions, en effet, faut-il ou pas interdire TikTok, faut-il réguler? On a aujourd'hui une majorité de Français qui souhaitent que l'âge minimum d'accès à TikTok soit relevé. Et Arnaud, dans le retail, TikTok, c'est un outil maintenant. Hein. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais ce qui est fascinant, en fait, dans le monde dans lequel on vit par rapport à celui qu'on a vécu, c'est que les grandes économies libérales ne cessent de dire chaque jour, de trouver chaque jour une nouvelle interdiction, en fait. Et je trouve que ça, c'est quand même assez fascinant. Et je trouve que l'expérience libertarienne de Javier Milei est particulièrement intéressante à ce sujet. Vous avez vu qu'Elon Musk s'affiche avec lui, hein. Oui. Photo, hein, bras dessus, bras dessous. Vous lancez un débat philosophique à 50 secondes de la fin, c'est dommage. Déréguler ce qu'il a fait sur l'immobilier et la location, il est en train finalement de stabiliser le marché locatif et de faire revenir des gens. Je trouve que c'est assez intéressant à l'heure où on veut tout interdire. Il vaut mieux lancer ça à 6h qu'à un débat sur l'Argentine demain. Oui, non mais c'est vrai que c'est un débat absolument passionnant. Demain ou après-demain, on fait un débat sur l'Argentine.